Bonjour et bienvenue au 18e épisode du podcast En forme et motivé. Comment allez-vous? De mon côté, ça va pas si pire. J'ai peut-être une petite voix un peu rauque ce matin en faisant le podcast parce que mon garçon a attrapé le pied-main-bouche et donc je n'ai pas dormi de la nuit ou presque. Alors, je vais y aller avec cette magnifique voix. Juste avant de commencer dans le sujet d'aujourd'hui, simplement vous dire que si vous aimez le contenu du podcast, vous pouvez aller faire un petit 5 étoiles sur votre application de podcast, donc que ce soit Spotify, que ce soit Apple Podcast, etc. Donc, ça nous fait un grand plaisir pour nous et parce que ça permet au podcast de pouvoir être montré à de plus en plus de gens qui ont besoin d'informations sur la remise en forme, la santé, les blessures concernant l'activité physique. Alors, un gros merci pour ceux qui l'ont déjà fait et pour ceux qui vont le faire. Alors, aujourd'hui, le podcast a comme sujet les étapes essentielles pour s'initier à la course à pied sans se blesser. Alors, on va s'adresser aujourd'hui à tous ceux qui ont déjà voulu s'initier à la course à pied ou qui sont présentement en train de s'initier à la course à pied et qui veulent avoir des trucs concrets sur comment faire pour débuter le tout. Donc, de la bonne façon. Et je vais dire un gros merci à ma collègue kinésiologue Mélissa, car c'est elle qui a écrit un article complet sur ce sujet-là. Et moi, en fait, tout ce que je fais, c'est que je le prends et je le fais de façon orale. Alors, je vais donner tous les crédits à ma collègue Mélissa pour le contenu d'aujourd'hui. D'ailleurs, s'il y en a parmi vous qui écoutez en ce moment et qui se disent « Hey, j'aimerais vraiment ça, m'initier à la course », eh bien, Mélissa, elle est superbe pour ça. Elle s'entraîne présentement pour des marathons, donc c'est quelqu'un qui aime beaucoup la course à pied et qui est capable de vous faire commencer graduellement en fonction de si vous avez des douleurs, des blessures ou quoi que ce soit. Alors, on va commencer directement dans le sujet d'aujourd'hui avec la première des étapes qui est essentielle quand on veut débuter la course à pied et c'est de définir des objectifs qui sont réalistes. Alors, c'est très important quand on veut commencer quelque chose d'avoir un but en avant parce que ce qu'on ne veut pas, c'est de commencer avec 2-3 sorties de course peut-être puis après ça arrêter parce qu'on manque de motivation. Alors, c'est important de se trouver un objectif qui est réaliste qu'on va pouvoir faire et qui va nous motiver à garder le cap sur nos entraînements de course. Il y en a pour qui ça va être de faire leur premier 5 km. Il y en a pour qui ça va être de faire 1 km. Il y en a d'autres qui vont dire, moi, ça va être de faire mon premier demi-marathon. Alors, peu importe l'objectif, c'est quoi. L'important, c'est que c'est quelque chose qui soit réaliste pour vous autres et qui va vous allumer, en fait, à vouloir continuer à faire vos entraînements. Et quand on définit un objectif en tant que tel, il faut utiliser le principe qui s'appelle SMART. Donc, c'est un principe qui est utilisé tout le temps dans l'univers de l'activité physique et même dans d'autres sphères, en fait, de la vie. Et le principe d'un objectif SMART, c'est un acronyme qui veut dire qu'il faut que l'objectif soit spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Donc, un exemple qui ne serait pas bon d'un objectif, ça serait « Ah, je vais courir mon premier 5 km ». Donc, OK, c'est spécifique, mais ça ne veut rien dire d'autre. Alors, quand on veut faire un objectif qui est SMART, ça serait, par exemple, d'être capable de courir 3 fois par semaine sans s'arrêter pour 20 minutes d'ici le 31 août et par exemple, on est présentement en juillet. Alors ça, c'est un objectif qui est SMART parce que on peut le mesurer dans le temps, c'est très spécifique, on voit que c'est réaliste, j'ai des outils pour l'atteindre, c'est temporel, donc c'est vraiment quelque chose qui est bien fait. Par exemple, si quelqu'un veut courir un 5 km, ça serait, je veux courir en dedans de 12 semaines mon premier 5 km avec telle vitesse à peu près, tel effort et en m'entraînant 2 à 3 fois par semaine, par exemple. Donc, c'est vraiment d'être très, très spécifique, très smarté, on va dire de même, dans ses objectifs. Puis une fois que l'objectif est établi, là, c'est important de penser aussi à quelques raisons qui vont faire en sorte que c'est important pour nous d'atteindre cet objectif-là. Donc, ça va nous permettre aussi de s'y référer quand, justement, la motivation est peut-être moins là. Donc, ça, on le fait souvent ici au centre avec nos clients, c'est de vraiment déterminer les raisons principales, le pourquoi on veut le faire. Et dans le cas de s'initier à la course à pied puis de pouvoir pratiquer la course à pied, on a déjà eu plusieurs réponses, comme par exemple, si je me mets à courir puis que je réussis à faire mon premier 5 km, mais ce que ça va me donner aussi, c'est que ça va me permettre d'améliorer mon endurance cardio et réduire mes essoufflements au quotidien. Il y en a d'autres qui vont dire, moi, d'atteindre cet objectif-là, c'est que ça va me permettre de jouer avec mes enfants ou avec mes petits-enfants sans être fatigué. Parce que je sais que si je suis capable de courir mon premier 2 km, on va dire, j'ai plus d'énergie, j'ai plus de souffle, alors je suis capable de jouer avec mes petits-enfants. Il y en a d'autres qui vont dire, moi, de faire cette activité physique-là, c'est que je veux le faire parce que ça va augmenter ma confiance en moi, ça va faire en sorte que je vais bien me sentir dans ma peau. Alors, c'est toutes des raisons profondes pour lesquelles c'est important de s'y référer quand on manque un peu de motivation des fois pour faire notre activité physique. Alors, voilà la première des étapes qui était de vraiment définir des objectifs qui sont réalistes.
Ensuite de ça, il y a une étape qui est de choisir un peu la paire de chaussures qu'on veut utiliser pour courir. Donc là, il y a plusieurs courants de pensée par rapport à ça, mais il n'y a pas de preuves scientifiques en ce moment qui démontrent qu'il y a peut-être une chaussure qui est meilleure que l'autre. Donc là, présentement, le débat qu'on peut avoir souvent, c'est est-ce que la chaussure qu'on appelle minimaliste ou la chaussure qui est traditionnelle, il y en a-t-il une qui est meilleure que l'autre? Donc la chaussure minimaliste, c'est quoi? C'est une chaussure où est-ce qu'il va y avoir pratiquement 0 mm, là, à 0 à 3 à 5 mm, si je ne me trompe pas, là, d'épaisseur, si on veut, dans le soulier, qui fait qu'on est pratiquement là, le pied en contact avec le sol, versus une chaussure qui est traditionnelle, où est-ce que là, on va avoir un plus gros coussin, si on veut, en dessous du pied. Et là, ben, il y a vraiment eu des études qui ont été utilisées dans les deux côtés pour voir qu'est-ce qui est mieux que l'autre. Finalement, il ne semble pas y avoir de consensus là-dessus. C'est plus au niveau du confort de chacun. Par contre, dans les chaussures qu'on appelle minimalistes, c'est important de commencer graduellement cette utilisation-là parce que dans la vie de tous les jours, c'est rare qu'on porte des souliers qui sont minimalistes et c'est rare aussi qu'on marche nu-pied. Alors, notre pied n'est pas nécessairement habitué à faire un effort physique avec si peu de coussins en dessous de lui, là. Donc, c'est important de commencer à les utiliser graduellement et de ne pas faire une transition qui est trop rapide si quelqu'un veut passer d'une chaussure qui est traditionnelle à une chaussure minimaliste, parce qu'il pourrait y avoir des petits risques de blessures au niveau du pied, comme par exemple des fractures de stress qu'on appelle. On peut avoir des fasciites plantaires aussi. Donc, c'est vraiment important de faire une transition qui est plus saine. Par contre, c'est à noter que ce qui est le plus prédicteur de blessures dans la course à pied, c'est pas nécessairement les chaussures, c'est plus la technique de course. Donc, il ne faut pas nécessairement non plus trop capoter avec ça au niveau de quelles chaussures on doit mettre. Si je donne un exemple de mon côté, parce que moi, j'ai commencé à faire de la course à pied aussi depuis peu. Ça fait à peu près 1 mois et demi, 2 mois que j'en fais. Et j'ai commencé directement avec des chaussures minimalistes parce que j'en porte dans la vie de tous les jours. Et la première semaine et demie ou 2 semaines, j'étais excessivement courbaturé des pieds, des mollets, des chevilles, parce que mon corps n'était pas habitué. Puis ça m'a pris, c'est ça, environ 2 semaines avant que mon corps s'habitue puis que je sois capable de bien le faire, ma course, sans que le lendemain, je sois vraiment trop courbaturé. Puis en plus, moi, je suis habitué de marcher avec des chaussures de même, là. Donc, c'est pour ça que c'est important de juste voir de où on commence, puis quelles chaussures on aimerait prendre. Mais en gros, il n'y a pas vraiment de différence. Puis il y a des personnes qui vont me demander aussi quand est-ce que je dois changer mes souliers. Il y a des études en fait qui ont démontré qu'une paire de chaussures traditionnelles là, est environ utile pour 700 à 1200 km de millage, là. Donc si on court une fois par semaine, ben, ça va durer plus longtemps que si on court 4 fois par semaine, bien sûr. Fait que dans le fond, le truc, c'est vraiment de regarder en dessous de notre soulier, puis de regarder l'usure. Fait que quand la chaussure est très, très, très usée, ça devient très, très lisse, puis on voit plus le relief qu'il peut y avoir en dessous de la chaussure. Là. Donc, simplement de regarder ça. Puis quand on juge que c'est peut-être un petit peu trop usé, ben là, on peut changer nos chaussures. Maintenant, une autre étape, c'est l'échauffement avant de commencer à faire de la course à pied. Donc, c'est important de s'échauffer si on veut s'initier à la course à pied sans se blesser. Alors, pourquoi c'est important de faire un échauffement? Eh bien, c'est qu'on va travailler sur la mobilité globale du corps avant de commencer à courir. Puis ça va avoir un effet bénéfique, bien sûr, sur notre course à pied, mais en même temps, ça a aussi un effet bénéfique sur notre quotidien en général. Donc, il y a des exercices qu'on peut faire qui vont augmenter notre mobilité, qui vont préparer notre corps à courir pour diminuer notre perception d'effort quand on va aller courir. Si je me lève de mon divan et que je pars à courir, ça se peut que je trouve que c'est difficile puis que Colin me semble assez long avant que je me mette dedans parce que je ne me suis pas échauffé avant. Alors, faire l'échauffement permet de vraiment préparer notre corps. Puis là, ben, quand on commence à courir, la perception de notre effort, elle est diminuée à ce moment-là. Faire de l'échauffement aussi, ça permet d'améliorer un peu l'économie d'énergie et de rendre nos sorties plus agréables parce qu'on sent que notre corps est vraiment plus prêt. Donc là, on peut faire des exercices qui sont soit statiques, on peut faire des exercices qui sont dynamiques. Donc, c'est quoi la différence entre les deux? Les exercices statiques, c'est vraiment par exemple des étirements dans une position qu'on va tenir. Donc, un étirement du mollet, par exemple, un étirement des ischio-jambiers. En passant, dans l'article que je vais mettre en lien du podcast, il y a des vidéos qui montrent plusieurs des exercices que vous pouvez faire. Donc, n'hésitez pas à aller lire l'article pour des exemples vidéo. Il y a aussi des exercices qu'on appelle dynamiques. Alors ça, c'est vraiment des mouvements qui sont ben, ça le dit, qui sont plus dynamiques, donc qui vont faire pomper le cœur un petit peu plus, qui vont faire bouger le corps de façon plus rapide, plus dynamique, et ça va nous préparer à faire notre course à pied. Donc, encore une fois, vous pouvez aller voir les vidéos dans l'article.
Parlant d'exercice, je vais faire une petite parenthèse pour ce qui est de la musculation quand on veut faire de la course à pied. Donc, est-ce qu'il y a des avantages à intégrer de la musculation quand on fait de la course à pied? Mais la réponse, c'est oui. Donc, il y a vraiment un avantage là-dessus. Quand c'est ajouté à notre routine d'entraînement dans notre semaine, bien, les exercices de musculation vont permettre d'augmenter notre capacité à fournir un effort pour une plus longue période de temps et donc de retarder la fatigue. C'est vraiment intéressant. Alors, si normalement, moi, quand je cours un 2 km, je sens que après 1 km, là, ça commence à être difficile puis j'ai de la misère à faire mon 2, bien, juste de rajouter de la musculation, ça peut faire en sorte qu'on est capable de faire notre 2 km sans se fatiguer parce que nos muscles sont plus forts, sont plus prêts à faire cet effort physique-là. Donc, si mes muscles sont plus forts, sont plus endurants, je vais être en mesure de courir plus longtemps sans être trop fatigué. Fait que c'est vraiment ça l'avantage. Puis dans le cas contraire, si on néglige de faire de la musculation, on peut s'épuiser plus rapidement. Puis des fois, dépendamment des personnes, on peut peut-être augmenter le risque de blessure parce qu'on a des faiblesses à quelque part, on a des compensations, puis ça, il faut les travailler grâce à des exercices de musculation. Ce serait quoi les exercices à favoriser pour faire de la musculation? Eh bien, c'est sûr que naturellement, quand on pense à de la course à pied, ce serait de travailler les jambes, parce que c'est eux les principales dans la course à pied. Donc, autant au niveau du devant de la cuisse, les quadriceps, en arrière de la cuisse, les ischio-jambiers, on a les fessiers, on a les muscles au niveau des hanches, donc c'est important de travailler tout ça. Les abdominaux sont hyper importants dans la course à pied parce qu'on a un effet de rotation, si on veut, un peu avec le tronc, si vous voyez dans la vidéo en ce moment. Donc, c'est important pour les abdos d'être capable d'être solides et forts pour bien encaisser ces rotations-là quand on fait de la course à pied. Donc, c'est important de les travailler et ça peut aussi aider, bien sûr, à la prévention au niveau des douleurs, au niveau du bas du dos, etc. Sinon, on peut faire des exercices plus globaux. Quand on parlait pour les jambes, là, comme des squats, il peut y avoir des fentes. Ce sont des super bons exercices qui vont nous aider à être plus forts pour notre course à pied et donc avoir une meilleure endurance au final là-dessus. Il y en a qui vont faire de la course à pied et qui vont réaliser qu'ils ont des petites douleurs à des places, des douleurs aux genoux, des douleurs aux hanches, etc. Donc là, c'est important qu'on puisse aller voir un professionnel, comme par exemple les kinésiologues, pour regarder quel genre d'exercice on peut faire présentement pour notre corps pour faire en sorte que, ça ne crée pas de douleur et que pour deux, on puisse corriger la source de la douleur et qui fait en sorte qu'on est capable de continuer à faire notre course à pied. Sinon, si vous voulez savoir maintenant combien de répétitions il faut faire, combien de séries par rapport à la musculation, eh bien, c'est très relatif à chacun. Donc ça, je ne peux pas vraiment rentrer dans les détails pour ça, parce que ça dépend de ton expérience, ça dépend de ton historique, c'est ça, d'entraînement, de tes blessures, de ce que tu as comme matériel à la maison, etc. Donc, ça dépend d'un paquet de choses. Alors, pour là, tout simplement, de faire de la musculation, sachez que c'est extrêmement bénéfique. Pour ce qui est maintenant de la technique de course, qui est une des étapes quand on veut s'initier à la course à pied sans se blesser, alors à quoi il faut penser quand on parle de technique de course à pied? Première des choses, on va y aller avec des conseils plus globaux parce qu'après ça, c'est bien d'aller analyser chaque personne indépendamment. Là. Mais premièrement, on peut regarder au niveau de la posture. Il y a des personnes qui vont courir très, 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 très droit, quasiment arqué par en arrière. Il y a d'autres personnes qui vont courir qui sont un petit peu plus, on va dire, évachées là, vers l'avant. Alors, l'important, c'est d'essayer de maintenir ce qu'on va dire une posture qui est relativement droite, donc de penser un peu comme s'il y avait une ficelle qui nous tirait vers le haut. Là, fait qu'on veut être auto-agrandi, mais sans exagérer puis d'aller vers l'arrière. Donc ça serait une belle posture là, pour pouvoir courir. Et deuxième astuce, ça serait d'être détendu. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont commencer à courir, qui vont être très, très, très crispées. D'ailleurs, ça a été mon cas, c'est encore que c'est sur quelque chose que j'essaie de travailler. C'est qu'on commence à courir, puis là, toutes les épaules, le cou, les bras, ça devient crispé, crispé. Donc là, à ce moment-là, on gaspille beaucoup d'énergie à juste essayer de se raidir au lieu de courir. Alors, c'est important d'essayer d'être détendu. Puis un des trucs qu'on peut faire, c'est très simple, là, c'est que pendant qu'on fait notre course à pied, on fait un peu un scan de notre corps pour voir où est-ce qu'on a des tensions. Alors moi, quand je le fais, je le sais, mes épaules sont pas mal tendues en ce moment, mes bras, je sens ma cage thoracique aussi. Donc là, j'essaie de détendre le tout pendant ma course pour que ça aille beaucoup mieux. Ensuite de ça, la respiration. Donc, c'est conseillé de respirer par le nez la plupart du temps. C'est sûr que rendu à un certain essoufflement, on va transiger vers la bouche. Alors, ça serait de faire un combiné entre respirer par le nez et la bouche. Ça va nous aider à avoir une belle technique de course à pied. Sinon, dans le lien du podcast, excusez-moi, je vais mettre un autre article qu'on a écrit qui est les 7 trucs pour justement avoir une bonne technique de course à pied. Donc là, on va détailler un petit peu plus certaines techniques. Donc, je vous invite à aller le lire. Encore une fois, il va être dans les liens du podcast.
Prochaine étape, comment on structure notre semaine d'entraînement pour éviter les surcharges. Donc, comme toute habitude de vie, quand on veut l'intégrer à notre horaire, il faut intégrer le tout graduellement. Donc, on ne va pas commencer avec une fréquence de 7 fois par semaine d'aller courir parce que ça va être possiblement trop demandant pour notre corps. Et aussi, ça peut fortement faire en sorte qu'on va manquer de motivation parce qu'on a tellement donné un gros coup que là, pouf, on a envie de prendre un break, puis des fois, la motivation va descendre. Ça peut être aussi, quand on court trop souvent, par exemple, commencer avec 7 fois par semaine, ça peut nous mettre à risque de blessure. Donc, c'est plus facile si on est capable de faire une fréquence qui est diminuée, mais qu'on va être capable de la maintenir dans le temps. Comment on pourrait commencer à courir? Eh bien, un exemple très simple, ça serait que la semaine 1, on y va courir peut-être 1 ou 2 fois dans notre semaine. La semaine 2, 2 ou 3 fois. La semaine 3, ça peut être 2 ou 3 fois encore, mais avec des distances différentes. Donc, on peut vraiment y aller progressivement comme ça. C'est ce qui fait qu'on va préparer notre corps sans se blesser à courir. Si je ne me trompe pas, là, je vais y aller de mémoire, alors pardonnez-moi si ce n'est pas la bonne statistique, là, mais il me semble que c'est 80% des coureurs qui vont se blesser parce qu'ils vont tout simplement en faire trop. C'est un sport qui est facile d'en faire trop. Pourquoi? Parce qu'on prend notre paire de souliers, on sort dehors, puis on se met à courir. Alors, puis en plus, l'été, quand il fait beau, des fois, on a envie de continuer à courir parce qu'on veut profiter de l'extérieur, etc. Mais c'est très facile de dépasser notre capacité à notre corps de volume, si on veut, de course dans notre semaine, qui fait en sorte qu'on peut être sujet à des blessures. Donc, c'est une règle qui est primordiale. Il faut toujours commencer graduellement à courir. Si on est un débutant en course à pied, donc c'est préférable de courir 2 fois par semaine 30 minutes au lieu de courir tous les jours pendant 2 heures, comme je l'ai dit plus tôt. Puis, je vais vous dire maintenant, c'est quoi les facteurs qui peuvent arriver quand on court trop souvent. C'est que là, on peut avoir des douleurs, des raideurs musculaires un peu partout. On peut avoir des blessures. On peut avoir une perte de motivation et d'intérêt. Ça peut augmenter notre stress en général parce que l'activité physique est un stress aussi. Fait que si on court trop, ça peut augmenter notre niveau de stress global. Ça peut même nous occasionner des troubles de sommeil. Donc, c'est important d'y aller très graduel. Comment maintenant on peut minimiser le surentraînement? Donc, il n'y a pas de solution miracle quand vient le temps de bien progresser dans notre course à pied. En règle générale, là, si on a soudainement de la fatigue qui est plus présente ou qu'on a des blessures qui arrivent plus régulièrement, eh bien, c'est un signe qu'il faut peut-être diminuer la durée, diminuer la fréquence, diminuer l'intensité jusqu'à ce qu'on soit capable de reprendre notre course à pied sans ces facteurs-là. Puis, nous autres, les kinésiologues, on va utiliser un principe qu'on appelle la surcharge progressive pour qu'on puisse s'améliorer selon notre condition physique. Fait que je prends mon exemple de plus tôt. Si on court 2 fois par semaine pour 30 minutes, on peut progresser de cette façon-ci. On peut ajouter une 3e séance d'entraînement dans notre semaine et maintenir la même durée de 30 minutes. Ou on peut maintenir la fréquence de 2 fois, mais monter à 45 minutes. Fait qu'on va vraiment faire une surcharge progressive, soit en augmentant le nombre de fois qu'on court ou en augmentant la distance qu'on va courir aussi. Donc là, c'est important d'y aller graduellement comme ça pour vraiment minimiser le surentraînement. Une autre des étapes essentielles pour s'initier à la course à pied, c'est de vérifier ton niveau de motivation et de faire en sorte qu'il reste tout le temps élevé. Comme mentionné plus haut, ça prend des objectifs réalistes, mais il y a aussi d'autres trucs qui peuvent nous aider à rester motivés. Donc, de un, c'est d'être suivi peut-être par un kinésiologue qui va justement être capable de faire en sorte que ton plan et ta progression d'exercice au niveau de la course à pied va être adapté à toi en fonction de tes blessures, tes douleurs, tes limitations physiques. C'est surtout ça notre créneau, par exemple, nous autres ici au centre kinétique. Sinon, mais c'est de voir s'il n'y a pas de tes amis ou de ta famille qui veulent embarquer pour courir avec toi. Parce que la course à pied, c'est un sport qui se pratique super bien avec plusieurs personnes. Ça nous permet de faire du social en même temps. C'est intéressant, c'est plus motivant. Puis, il y a même des clubs de course pour débutants, pour intermédiaires, pour avancés qui existent, qui sont super le fun pour avoir un effet de groupe, avoir un effet de communauté, puis avoir un effet de motivation qui est très élevé. Alors, quelqu'un qui veut s'y mettre réellement, ben, il y a ces options-là qu'on peut regarder pour faire en sorte que notre motivation reste constamment élevée. Aussi, il y a plusieurs applications qui existent maintenant qu'ils vont pouvoir fournir, dans le fond, des programmes pour être capable de réaliser certains objectifs de course. L'affaire avec ces applications-là, c'est qu'ils ne vont pas tenir compte, bien sûr, de ton historique de blessure, de si présentement tu as des limitations ou quoi que ce soit. Donc, il y a une petite limite avec ça, mais les applications sont super bonnes pour être capable de donner de la motivation parce qu'ils vont un peu faire un jeu avec ça au niveau de la course à pied dans plusieurs des applications. Donc, c'est intéressant parce que ça te permet de garder, encore une fois, cette motivation-là à long terme.
Alors voilà, j'espère que tu étais plus outillé maintenant pour s'initier à la course à pied sans se blesser. Et je vous souhaite à tous bonne course.